Bonjour à tous. Alors, nous allons continuer plutôt la vie de Victor Hugo. Alors, dans un premier temps, je voulais m'excuser parce que dans la première vidéo, il y a deux erreurs qui se sont glissées et je n'y ai pas fait tout de suite attention. Vous avez pu remarquer qu'à un certain moment, j'ai parlé de 1921 au lieu de parler de 1821. On est bien au 19e siècle, donc c'est 1800. Et puis à un autre moment, j'ai parlé d'euros. Alors bien sûr, à l'époque, il n'y avait pas d'euros, c'était des francs. Donc voilà, donc je tenais à m'excuser pour ces erreurs glissées dans la première vidéo. Alors donc nous allons reprendre la vie de Victor Hugo. Alors on avait vu la dernière fois qu'il était parti en exil, donc qu'il était parti en Belgique, à Bruxelles, et que Juliette l'avait rejoint le lendemain avec la malle qui contenait tous les manuscrits, parce que Victor Hugo avait très très peur, donc que Napoléon III lui confisque, s'il l'arrêtait, lui confisque les manuscrits. En fait, là, Juliette, elle prend conscience quand elle arrive à Bruxelles que Victor Hugo, elle ne pourra jamais vivre avec lui au grand jour. Pourquoi? Parce qu'il est déjà connu. Il est déjà connu, donc il sait, tout le monde sait qu'il est marié à Adèle Fouchet, et donc il est hors de question pour Victor Hugo de s'afficher avec Juliette en tant que Juliette, la nouvelle épouse. Adèle est restée en France, mais ils sont mariés et il n'a aucunement l'intention de la quitter. Adèle, elle est restée en France parce qu'elle doit s'occuper de ses deux fils, qui avaient été arrêtés par Napoléon III, qu'elle fait sortir très très vite. Et elle doit aussi calmer les ardeurs de Léonie Biard, qui voulait rejoindre Victor Hugo en Belgique, et elle lui fait comprendre que non. Donc, il se retrouve à Bruxelles avec Juliette, et donc là, eh bien, elle réalise qu'elle l'aime tellement qu'elle ne veut surtout pas le quitter, mais qu'elle ne vivra jamais avec. De là, nous avions vu que, en fait, il avait écrit Napoléon le Petit et qu'il s'apprêtait à l'éditer. Sauf que les Belges, étant très amis avec les Français, lui ont demandé qu'il veuille bien aller l'éditer dans un autre pays que la Belgique, pour pas qu'il y ait de problème avec la France. Ce que Victor Hugo fait. Donc en fait, il reste en Belgique très peu de temps, de décembre 1851 jusqu'à août 1852 à peu près. Et de là, donc, il part à Londres, où effectivement Napoléon Petit va être édité, et de Londres, il va à Jersey. Il va donc s'installer à Jersey. Il part avec Juliette et François Victor aussi. Il part donc à Jersey, où là, il trouve une maison pour Juliette et il trouve une maison pour lui, Adèle et sa famille, et ses enfants, à Marine Terrace. Donc, il s'installe à Marine Terrace et voilà l'exil à Jersey qui commence. Toute la famille est réunie. Et en fait, il n'est pas rare que des amis viennent voir les Hugo dans leur exil à Jersey. Et c'est en septembre 1853 qu'il y a un couple d'amis qui vient voir Hugo, les de Girardin. Et Madame de Girardin, c'est une femme de lettres, elle est journaliste, elle est écrivaine. Et elle arrive et les premières choses dont elle parle à Hugo, c'est de ce qui est en vogue à Paris. Et qu'est-ce qui est en vogue actuellement à Paris? Les tables tournantes. En fait, c'est en vogue dans toute l'Europe. Ça vient d'outre-Atlantique et c'est de bon ton quand on fait partie des mondains, des salons mondains, de pratiquer les tables tournantes. Donc elle explique à la famille Hugo en quoi consistent ces tables tournantes. Et Victor Hugo, au départ, le surnaturel, il n'est pas tellement axé là-dessus, Donc, il est très, très sceptique. Il en parle à Juliette quand il la voit, qui alors, elle est franchement hostile, par contre. Franchement hostile. Mais Adèle, elle se pose des questions. Et puis, il y a aussi les enfants, puisqu'ils sont tous réunis. Donc, il y a François Victor, il y a Charles, il y a Adèle, la fille. Donc, ils sont tous là et... Eh bien, Madame de Girardin est suffisamment convaincante et Victor Hugo accepte de faire l'expérience des tables tournantes. Les premiers contacts sont infructueux, il n'y a pas vraiment, il n'y a rien qui se passe vraiment. Et puis, le 11 septembre 1853,
le 11 septembre 1853, ils font une séance de table tournante. Donc c'est Charles qui préside, donc le fils de Victor, qui préside l'Assemblée avec Auguste Vacquerie. En fait, c'est Charles qui a amené la famille Vacquerie en amitié avec les Hugo. Charles Hugo a connu Auguste Vacquerie et puis c'est devenu vraiment un ami. Et au fur et à mesure, les Vacquerie ont commencé à fréquenter les Hugo. Vous vous rappelez, on a parlé dans la première vidéo, en fait c'est le frère d'Auguste Vacquerie, Charles Vacquerie, qui a épousé Léopoldine. Et donc Charles Vacquerie et Léopoldine Hugo sont morts noyés tous les deux, puisque Charles a préféré se noyer, replonger avec Léopoldine pour mourir avec elle. Donc ça a lié, ça a encore davantage lié les deux familles. Et Auguste Vacquerie est très très souvent chez les Hugo et continue à voir son ami Charles Hugo, cette fois, à le voir régulièrement, donc à être à Marine Terrasse. Alors ce soir-là, le 11 septembre, il y a donc Charles qui préside la séance, Auguste Vacquerie avec lui, il y a Hugo, il y a Victor Hugo, il y a Madame Hugo, il y a les enfants, et Madame de Girardin, bien sûr. Et d'un seul coup, il y a un message qui arrive. Et ce message, qu'est-ce qu'il dit? Fille. Et puis, peu de temps après, la table dit morte. Fille morte. Donc là, Charles dit qui es-tu? Charles Hugo donc dit qui es-tu? Et là, la table répond âme soror. Donc âme sœur, la sœur. Donc pour Charles, il sait que c'est sa sœur, parce que Léopoldine, c'est sa sœur. Donc automatiquement, âme soror. Et lui, il demande de quel pays es-tu? Et elle répond France. Et là, en fait, Victor Hugo notera et dira que ce soir-là, à ce moment-là, tous, dans la pièce, sans voir Léopoldine et sans l'entendre, ils ressentent sa présence et ils savent que c'est elle. Et ça, je dois dire que c'est assez impressionnant quand on est médium, parce que ça arrive très souvent, en fait, qu'on ressente une présence, qu'on ne voit pas la présence, qu'on ne l'entende pas, mais en tout cas, on sait qui est là. Donc, ils impriment dans notre esprit leur nom, on sait qui est présent. Et là, c'est ce que dit Victor Hugo. Il dit, on sait tous que Léopoldine est présente. Alors, là, bien sûr, c'est Victor Hugo qui prend la parole et qui lui dit, es-tu heureuse? Elle dit, oui. Il lui dit, où es-tu? Elle répond, dans la lumière. Et après, il dit, que faut-il pour venir vers toi, pour aller vers toi? Que faut-il faire? Et elle répond, aimer. Il dit, vois-tu la souffrance de tous ceux qui t'aiment? Elle répond, oui. Est-ce que cette souffrance va durer longtemps? Demande-t-il. Et elle répond, non. Et puis, il lui demande, reviendras-tu? Elle dit, oui. Et il lui dit, bientôt? Et elle répond oui. Vous imaginez bien que ce 11 septembre 1853 pour Victor Hugo, il est déterminant. Il y a un avant, il y a un après. Il ne pourra plus jamais être pareil, même dans ses écrits. C'est-à-dire que d'un seul coup, il a pris conscience que sa fille, Léopoldine, était là. Ils l'ont tous ressenti. Elle a parlé. Il y a une survie de l'âme. Sa fille n'est pas morte, elle est simplement dans un autre monde à côté, mais elle continue à vivre. Donc c'est une transformation totale pour Victor Hugo à partir de ce moment-là, parce qu'il sait, il sait qu'il y a cette survie de l'âme. Donc ce jour-là sont présents, donc toute la famille, les enfants. Alors Adèle, peut-être pas Adèle la fille, mais en tout cas il y a Charles, il y a François Victor, il y a Madame de Girardin, il y a donc Madame Hugo,
Victor Hugo, et deux autres personnes aussi qui sont présentes, deux autres personnes qui sont des amis, qui sont présents aussi à ce moment-là. Et Charles, eh bien Charles Hugo se révélera être un excellent médium tout au long des différentes séances de spirit qu'il va y avoir, sauf qu'il ne voudra jamais qu'on en parle. Alors après le message de Léopoldine, il va y avoir quantité d'autres messages qui vont suivre. Donc ils vont recevoir des messages d'esprit tels que Balzac, Dante, Hannibal, Napoléon. Il y aura aussi Chateaubriand. Vous vous rappelez Chateaubriand, où en fait à 16 ans Victor Hugo aura dit je serai Chateaubriand ou rien. Eh bien Chateaubriand viendra. Il y aura aussi Racine. Et puis, il y aura des êtres qui se feront appeler, alors un esprit qui se fera appeler l'ombre du sépulcre et un esprit qui va se faire appeler la mort. Et d'ailleurs, l'esprit qui se fait appeler la mort va dire lors d'une séance « Les époux charmants envolés dans le fleuve vous aiment, vous voient et pensent à vous ». Donc bien sûr, Victor Hugo sait très bien de qui on parle. Les époux charmants envolés dans le fleuve, eh bien, c'est Charles Vacquerie et Léopoldine. Alors, à ce propos, à cette question, en fait, Auguste Vacquerie, quand l'esprit qui se fait appeler la mort vient de dire ça, Auguste Vacquerie va poser une question. Et la réponse de l'esprit qui se fait appeler la mort va être celui-ci. Alors, pour ne pas déformer les paroles de cet être, je vais vous le lire. Je vais vous lire ce que c'est. Alors, la mort va répondre à Auguste Vacquerie. Les morts sont votre moi, et vous êtes le moi de vos morts. Vos morts ne sont pas autre chose qu'une parcelle de votre vie qui commence ailleurs. Quand vous serez mort, vous deviendrez eux, et ils resteront vous. Dans le ciel, on ne se rejoint pas, on se fond. Voilà des paroles dites par l'esprit de la mort qui remontent à 170 ans. Ça fait 170 ans qu'ils ont reçu ces messages, la famille Hugo. Et en fait, c'est extraordinaire de voir que bien souvent les guides, quand on leur demande l'évolution, à quoi ça sert de s'incarner souvent, pourquoi s'incarner régulièrement, qu'ils nous répondent c'est pour évoluer et finir par se fondre dans le tout. Et voyez que là, cet esprit qui se fait appeler la mort, c'est exactement ce qu'il explique, puisqu'il répond à Auguste Vacquerie en disant « Dans le ciel, on ne se rejoint pas, on se fond ». Donc c'est exceptionnel. Alors, ça inquiète Adèle Fouché, Madame Hugo, ça l'inquiète, et elle dit à cet esprit, elle pose la question à cet esprit, la mort, mais je ne comprends pas, sur Terre, nos aimés, ils avaient leur propre vie, ils avaient leur propre corps. Et à ça, la mort répond, alors pareil, je vous le lis pour ne pas dénaturer ses propos, la mort répond, le corps n'est pas la forme de l'être, mais sa formule. Le corps varie à l'infini et s'évanouit. L'être est un et immortel. La langue varie à l'infini et s'évanouit. L'idée est une et éternelle. Il y a des mondes où les idées vivent sans formule et où les êtres vivent sans corps. Le corps n'est que l'habit du voyage de l'âme. On change de vêtements dans la tombe, le sépulcre est le vestiaire du ciel, les morts se reconnaissent à l'âme. Là aussi, c'est très important. Parce que combien de fois j'ai des personnes qui viennent me consulter et qui me demandent « Mais comment on va se reconnaître ? Comment je reconnaîtrai celui ou celle que j'ai aimé ?» Alors, quand vous arrivez, que vous venez de la Terre, ils projettent leurs images telles que vous les avez connues. Donc, vous les reconnaissez forcément. Mais après, ils nous disent « Après, on n'a plus besoin. Les âmes se reconnaissent. » Et là, c'est exactement ce que dit cette âme qui s'appelle la mort, que les morts se reconnaissent à l'âme. C'est exceptionnel, ça. Et d'ailleurs, c'est aussi cet esprit-là qui va conseiller à Hugo de tout répertorier, tous les messages qui sont reçus, de marquer tous les noms des âmes qui viennent parler,
de tout répertorier pour en faire un ouvrage, mais que cet ouvrage devra sortir, être publié à titre posthume, donc quand Victor Hugo sera décédé, donc après 1885. Et vous allez me dire, mais pourquoi tous ces êtres, ils ont choisi Victor Hugo pour passer les messages? Et pourquoi cette âme, elle dit qu'il faut absolument qu'il y ait un livre qui sorte à titre posthume avec tous les messages qui ont été reçus? Ce livre, vous pouvez le trouver encore, hein. Ce livre, il s'appelle les tables tournantes de Jersey. Vous pouvez le trouver, hein. Eh bien, pourquoi? Tout simplement parce qu'à l'époque, Victor Hugo, il est un des écrivains qui a connu la célébrité durant son temps terrestre. Il a eu beaucoup de succès. Il est respectable. Donc il est respecté et respectable. Il est reconnu comme un être sérieux. C'est Monsieur Victor Hugo. Et donc, pourquoi ces âmes choisissent de passer à travers lui dans sa famille lors de ces séances? Parce qu'ils savent que ça ne sera pas contestable. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire que c'est un fou, que c'est un illuminé qui raconte n'importe quoi. Monsieur Hugo est un personnage important. Donc automatiquement, on va prendre en considération ce qu'il va mettre dans cet ouvrage. Alors bien sûr, il y en a qui l'ont contesté, c'est évident. De toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a toujours des personnes qui contestent. Mais la majorité va s'intéresser parce que du moment que Monsieur Hugo a reçu ça, on ne peut pas remettre sa parole en question. Voilà pourquoi les esprits se sont servis de lui, en fait, hein. Alors, ça va durer 2 ans, quand même, hein. Les séances vont durer 2 ans. Et ça va se terminer en 1855, en fait, suite à la crise de démence d'un des participants, qui ne fait pas du tout partie de la famille Hugo, mais encore une fois, il y avait des amis qui venaient. Il y avait des êtres qui demandaient à participer, à assister, parce que c'était tellement exceptionnel. Donc, on ne sait pas qui, mais en tout cas, il y aura cette crise de démence et ils prendront peur. La famille Hugo prendra un peu peur et arrêtera. Donc là, ça s'arrêtera donc en 1855. En 1854, en janvier 1854, Victor Hugo est mis au courant qu'il va y avoir un criminel guernesais qui va être exécuté. Or, vous savez que pour Victor Hugo, la peine capitale, la guillotine, enfin tout ce qui était les mises à mort comme ça, c'était terrible pour lui, puisque petit, en fait, il avait assisté, place de la Concorde, hein, où il y avait donc la guillotine à l'époque. Eh bien, sa mère, il avait 9 ans et sa mère l'avait fait venir pour assister à une femme, à la mort d'une femme qui allait être guillotinée. Et il a vu cette femme être guillotinée. Et à partir de l'âge de 9 ans, il a toujours dit qu'il ne voudrait plus jamais voir ça et qu'il n'accepte pas l'exécution de qui que ce soit. Donc lui, il s'est toujours battu, Victor Hugo, pour la peine de mort. Ça, on verra ça plus loin, le côté visionnaire de Victor Hugo, et il s'est battu pour cette peine de mort. Dès 1854, où il y a cet homme, ce criminel guernesais, qui va être exécuté. Donc il demande aux habitants de se révolter pour ne pas qu'il soit exécuté, mais il va y être. Et il va y être d'une façon atroce. Son exécution va être épouvantable parce que ça ne sera même pas fait par des professionnels. Donc il est indigné par cette mort atroce. Et puis s'ensuit, en 1855, toute une série de propos de Hugo qui vont déranger à Jersey, hein, parce que il sait que Napoléon III doit être reçu à Londres, et donc il fait part de son mécontentement que Napoléon III vienne en Angleterre. Après, il va prendre fait et cause pour des proscrits. Il va signer même une déclaration de solidarité avec plusieurs proscrits. Bref, des problèmes politiques qui s'enchaînent, qui font qu'à un moment donné, eh bien, à Jersey, on demande à Victor Hugo qu'il veuille bien s'en aller. Une fois de plus, on lui demande de partir. Et ce qu'il va faire, en fait, Victor Hugo va partir en 1855 de Jersey. Il va partir avec Juliette et avec François-Victor, et ils vont arriver à Guernesey. À Guernesey, où il y a une foule immense qui les acclame. Parce qu'encore une fois,
il est connu. Donc, comme il est connu, eh bien, on sait qu'il va arriver à Guernesey, donc on est là pour l'acclamer juste à son arrivée. Alors, dans un premier temps, il va trouver un hôtel, et puis une maison pour Juliette, et puis après, lui, il trouvera une maison où il va pouvoir s'installer de nouveau et faire venir Adèle et Charles, et Adèle la fille, Adèle Hugo la fille. Donc, il s'installe à Guernesey. En 1856 va paraître les Contemplations. Alors, les Contemplations, il y a deux parties des Contemplations. En fait, il y a une partie avant Léopoldine, une partie après Léopoldine. Les poèmes ne sont pas du tout les mêmes, hein. Ce sont des poèmes, mais ça n'a rien à voir. On sent qu'après la mort de Léopoldine, entre 1843 et 1855, ce qu'il a écrit n'a aucun rapport avec ce qu'il écrit avant. C'est un ouvrage qui est consacré quelque part à Léopoldine. Elle est au centre de cet ouvrage, et d'ailleurs il va lui dédier, hein, puisqu'il dira à celle qui est restée en France. Et puis il dira aussi, je vais vous le lire aussi parce que je ne veux pas encore dénaturer les paroles de Victor Hugo, donc je vais vous lire ce qu'il dira par rapport à Léopoldine. Il lui dira « Mets-toi sur ton séant, lève les yeux, dérange ce drap glacé qui plisse ton front d'ange. Ouvre tes mains, prends ce livre, il est à toi. » C'est magnifique, non? Et c'est dans les Contemplations aussi qu'il y a ce poème que ceux de ma génération connaissent parce qu'on l'apprenait à l'école à l'époque, hein, les poèmes de Victor Hugo à l'école, on apprenait. Et c'est dans les Contemplations où il y a ce poème par rapport à Léopoldine où il dit: elle avait pris ce pli dans son âge enfantin de venir dans ma chambre un peu chaque matin. Je l'attendais ainsi qu'un rayon qu'on espère. Elle entrait et disait « Bonjour, mon petit père », etc. Donc c'était déjà pour Léopoldine qu'il avait écrit ce poème. Voilà. Alors, Victor Hugo, il écrit aussi que l'exil ne m'a pas, je vous le lis, hein, l'exil ne m'a pas seulement détaché de la France, elle m'a presque détachée de la terre. Il y a des instants où je me sens comme mort, et il me semble que je vis déjà dans la grande et sublime vie ultérieure. Il dira d'ailleurs « immensité dit l'être, éternité dit l'âme ». C'est magnifique, hein. Alors, suite aux tables tournantes, dans les Contemplations, on va voir que Hugo va faire intervenir ce qu'il appelle la bouche d'ombre. Et qu'en fait, cette bouche d'ombre va parler de la métempsychose. Et en fait, la métempsychose, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une doctrine suivant laquelle, en fait, l'âme va revêtir plusieurs corps successifs, va animer plusieurs fois des corps, que ce soit des animaux ou des humains d'ailleurs, hein. Mais donc, la métempsychose, c'est quoi? C'est ce que Kardec, à peu près au même moment, lui, a appelé la réincarnation. En fait, c'est Kardec qui a commencé à parler de cette réincarnation, hein. Et du spiritisme, d'ailleurs. Kardec, c'est lui qui a employé ce mot spiritisme, donc ce contact avec les êtres de l'autre côté. Être spirit, contact avec les autres de l'autre côté. Alors que maintenant, ça a une connotation plutôt des Ouija et tout ça, le spiritisme. Plus négative, mais à l'époque, le spiritisme, c'était la doctrine de Kardec. Eh bien, la métempsychose, c'est la doctrine suivant laquelle on peut se réincarner. Donc, c'est la réincarnation, si on veut, hein. Voilà. Et puis, il va parler aussi dans les Contemplations de l'homme devant le bien ou le mal. C'est un succès énorme, énorme, les Contemplations. Absolument. Les gens sont totalement emballés par cet ouvrage. Si bien qu'il gagne pas mal d'argent, ce qui va lui permettre, Victor Hugo, d'acheter à Guernesey Hauteville House. Et pas Juliette, excusez-moi, Adèle, sa femme, elle est beaucoup moins réjouie. Pourquoi? Parce qu'elle se dit, à partir du moment où mon mari achète une maison à Guernesey, c'est qu'il a l'intention que l'exil dure un bon moment. Et elle, Guernesey, elle s'y plaît pas trop. Et puis, en plus, il va créer
Hauteville House à son image. Donc il va aménager toute la maison sur les 3 étages, suivant ce que lui ressent, et à sa façon, comme il aime. Et c'est là, d'ailleurs, où c'est très drôle, parce que c'est là où on voit à quel point ces 2 femmes étaient tellement amoureuses de Victor Hugo qu'elles acceptaient tout, parce que Adèle se retrouve dans une maison qu'il a achetée et se dit « bon, donc je vais rester en exil avec lui pour un bout de temps ». Et en plus, il aménage une maison sans que je puisse, moi, dire ce que j'ai envie, parce que c'est son style à lui. Et de l'autre côté, Juliette, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il lui a trouvé une maison qui va être, en fait, où il va pouvoir la regarder du 3e étage de Hauteville House. Donc, il a trouvé une maison d'où, où quand il est dans son lockout, vous savez, au 3e étage tout en vert, eh bien, il peut même voir dans une pièce où est Juliette. Comme ça, il est toujours en contact avec elle. Eh bien, tous les après-midi, il part se promener avec Juliette, et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chiner des objets pour sa maison à lui. Donc là aussi, elle est tellement amoureuse qu'elle accepte finalement tous les après-midi d'aller acheter des meubles, des objets qu'il va chiner, mais pour décorer une maison qui n'est pas la sienne et qui ne sera jamais la sienne, en fait. Donc vous voyez, ces 2 femmes qui sont complètement admiratives de lui et qui acceptent tout, en fait, par amour pour lui. Alors, en 57, Victor Hugo et Hetzel vont vouloir en fait faire paraître l'ouvrage Les Petites Épopées. Alors, Les Petites Épopées, en fait, ça deviendra la légende des siècles. Et c'est la première partie de la légende des siècles. Donc, qu'ils vont faire paraître. Et qu'est-ce que c'est comme histoire? En fait, ça retrace l'histoire de l'humanité, la légende des siècles. Et au même moment, à peu près au même moment, il va refuser il va refuser l'amnistie par rapport aux condamnés politiques. Alors là, c'est pareil, je vais vous lire ce qu'il a dit parce que je ne veux pas trahir ses paroles. Et il dira « Fidèle à l'engagement que j'ai pris vis-à-vis de ma conscience, je partagerai jusqu'au bout l'exil de la liberté. Quand la liberté rentrera, je rentrerai. » Il écrira aussi dans l'ouvrage Les Châtiments « Si l'on n'est plus que 1000, eh bien j'en suis. Si même ils ne sont plus que 100, je brave encore Scylla. S'il en demeure 10, je serai le 10e. Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. » Donc vous voyez qu'il, lui, continue dans sa lignée, en fait, à ne pas accepter des compromis par rapport à Napoléon III. Il ne peut pas, il n'accepte pas. Donc il ne veut pas rentrer. En 1862, va paraître Les Misérables. Alors, Les Misérables, vous vous rappelez, quand on a parlé qu'il est parti en 1948 à Bruxelles, en 1848, eh bien, il avait commencé Les Misérables, qui à l'époque ne s'appelait pas Les Misérables, mais qui s'appelait Les Misères. Il les avait commencés et donc il avait demandé à Juliette qu'elle les mette dans une malle et qu'elle parte avec la malle de façon à être sûre que le manuscrit ne serait pas confisqué par Napoléon III. Et bien là, il les finit et ça paraît. Ça va paraître en 1862. Ça va être un tel succès que les premiers exemplaires des Misérables vont être épuisés quelques jours après. Et il va y avoir moult rééditions des Misérables de son temps à lui, tellement ça plaît aux personnes, tellement les gens le suivent et trouvent en fait que cet ouvrage est extraordinaire. Et il dira d'ailleurs que Les Misérables représentent pour lui que la base des Misérables, c'est la fraternité et que la cime, c'est le progrès. Et en fait, il va se battre, Hugo, parce qu'il dira que l'ignorance et la misère, c'est ce qui engendre la criminalité. Donc il se battra en 1860, il va se battre pour une réforme du système pénal. Parce que pour lui, justement, c'est impossible qu'on continue
à ne pas prendre en compte cette misère et cette ignorance du peuple. Et d'ailleurs, c'est là où il dira aussi, au lieu de couper les têtes, emplissez-les. Donc vous voyez que ça aussi, c'est une comment dire, un des combats que Victor Hugo a mené par rapport au système pénal. Donc vous voyez que c'était un homme qui était visionnaire, comme on a pu voir d'autres êtres qui étaient visionnaires. Il en était un, Victor Hugo. Il avait ce côté médiumnique qui a fait qu'il avait cette intuition, et en même temps ce côté visionnaire, puisqu'il va essayer de se battre pour la peine de mort, essayer de se battre pour que, en fait, on prenne conscience de cette misère et de cette ignorance du peuple et qu'on essaye de l'instruire de façon à ce qu'il réagisse autrement. Alors, la même année, il va décider quelque chose qui d'ailleurs va être repris très vite par l'Angleterre. Qu'est-ce qu'il va décider? Eh bien, tous les mardis, toutes les semaines, tous les mardis, il va accueillir 40 enfants, les plus pauvres de l'île, pour leur servir un dîner. Et il commence à instaurer ça, et il expliquera que pour lui, il a à cœur de les servir, que sa famille les serve, que les êtres qui sont là chez lui, que tout le monde se mette à servir ses enfants, qui sont justement démunis, qui sont pauvres, et qui sont les plus démunis sur l'île de Guernesey. Et donc il va instaurer cela, tous les mardis. Donc vous voyez que là aussi, c'est complètement innovateur. Voilà, personne n'a fait ça encore. Alors maintenant, on se retrouve en 1865. En 1865, Adèle Fouché, donc Madame Hugo, Madame Hugo, elle n'en peut plus de Guernesey, quoi. Alors c'est vrai qu'elle a déjà fait plusieurs allers-retours, elle se rend régulièrement à Bruxelles, voilà, et puis elle revient. Et puis là, vraiment, elle en a assez. Elle a compris, Adèle, que de toute façon, Juliette est dans la vie de Victor et elle sera toujours là. Elle l'a compris, elle l'a accepté. Les deux femmes arrivent à se rencontrer même, hein. Donc, elle est pas du tout dans la colère ou la jalousie ou quoi, plus maintenant, en tout cas, plus maintenant. Elle a accepté. Mais elle dit à Victor Hugo qu'elle préfère s'installer à Bruxelles parce que Guernesey est trop compliqué pour elle. Mais ils ne sont en aucun cas séparés, hein. C'est juste qu'elle va habiter Bruxelles, elle va s'installer là-bas, et François Victor va venir avec elle. Et la même année, Charles va se marier. Donc Charles va se marier avec une femme qui s'appelle Alice, et ils auront 3 enfants. En fait, Victor Hugo va rester tout seul à Guernesey, et avec Juliette. Ils resteront plus que tous les deux. Pourquoi? Parce que Adèle, la fille Adèle, a profité d'un des séjours de sa mère à Bruxelles pour s'enfuir. Et elle s'est enfuie à Londres pour après rejoindre le Canada, pour être à la poursuite d'un hypothétique amour, c'est-à-dire qu'elle est persuadée qu'elle a un homme qui l'aime, alors qu'en fait cet homme ne s'occupe absolument pas d'elle, et elle en perdra la raison. Mais nous y reviendrons plus tard, hein, par rapport à Adèle. Mais donc elle aussi est partie. C'est-à-dire que voilà, il reste tout seul à Guernesey et avec Juliette. Et Juliette viendra à Hauteville House souvent, hein, jusqu'à temps de venir vraiment tout le temps à Hauteville House. Donc ils sont là tous les deux, et entre 1864 et 1866, il va écrire Les Travailleurs de la mer. Et Les Travailleurs de la mer, c'est un petit peu un hommage à Guernesey, en fait, Les Travailleurs de la mer, parce qu'il dira que c'est un rocher, c'est le rocher de l'hospitalité et de la liberté. Et il dira que c'est son asile actuel et son tombeau probable. Donc vous voyez qu'à cette époque-là, il est persuadé, en fait, quelque part, qu'il ne rentrera jamais, qu'il restera toujours en exil à Guernesey. En 1867, il y a l'exposition universelle à Paris. Et en fait, à cette occasion-là, on demande à Victor Hugo qu'il donne l'autorisation que sa pièce Hernani soit jouée. Et effectivement, elle est jouée pendant plusieurs représentations, et elle a un succès énorme, énorme. En revanche, on lui interdit de faire rejouer la pièce de Ruy Blas au théâtre de l'Odéon. Donc ça, cette pièce-là ne pourra pas être jouée. En 1867 également,
le premier fils de Charles va naître. Donc il aura 3 enfants. Le premier qu'il va appeler Georges. Et Georges ne va vivre qu'1 an et va décéder. 1 an plus tard, en 1868, de nouveau Charles va être papa, de nouveau d'un garçon, qu'il appellera exactement comme le premier, il va aussi l'appeler Georges. Et on verra que 2 ans plus tard, c'est une fille qui va naître, non même pas 2 ans, je crois que c'est 1 an plus tard, une fille qui va naître et qui s'appellera Jeanne. On en reparlera plus tard, mais pourquoi je vous parle de Georges et de Jeanne? Tout simplement parce que grâce à eux deux, Victor Hugo a écrit un ouvrage magnifique qui s'appelle L'art d'être grand-père. Et c'est magnifique, l'art d'être grand-père. Et vous savez, c'est dans l'art d'être grand-père qu'il dit à un moment donné, Jacques était au pain sec dans un cabinet noir, etc. Et donc là où il explique qu'en fait elle était punie et qu'en grand-père il résiste pas et qu'il cède et qu'il va lui amener un pot de confiture, enfin bon. Donc on voit tout ce côté, cet autre côté, cette autre facette de Victor Hugo qui devient grand-père. Mais on en parlera la prochaine fois. Donc ça, c'est en 1868 que donc va naître Georges, le deuxième. Mais la même année, malheureusement, Adèle, sa femme, va décéder. Elle va décéder à l'âge de 64 ans d'une congestion cérébrale. Elle va décéder à Bruxelles. Et Victor Hugo ne pourra pas l'accompagner jusqu'au bout, puisqu'il va l'accompagner jusqu'à la frontière, mais bien sûr après il ne peut plus repasser en France, alors que Adèle Hugo va être enterrée à Villequier avec sa fille Léopoldine. Voilà. Donc, bien, si vous le voulez bien, on va arrêter là la deuxième vidéo sur Victor Hugo, mais avant de vous quitter, je voudrais vous raconter une anecdote que j'ai vécue par rapport à lui, qui a été fantastique. Figurez-vous qu'il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, à l'époque j'habitais en Savoie, et un jour, je reçois un coup de téléphone d'une dame qui me dit « Bonjour madame, est-ce que vous êtes bien Christine André ?» Donc je lui dis « Oui ». Elle me dit « Écoutez, je ne vous connais pas et je ne sais pas pourquoi je vous appelle ». Imaginez mon étonnement. Je lui dis, oui, moi non plus. Elle me dit, je vous explique. Voilà, il y a 3 nuits, mon mari, qui est décédé depuis plusieurs années, est venu dans un songe et m'a dit, il faut absolument que tu parles à Christine André. Elle me dit, quand je me suis réveillée, eh bien, votre nom est resté en moi, mais je ne vous connaissais pas et je ne savais pas comment avoir de vos nouvelles. Et elle y pense toute la journée, me dit-elle, et à un moment donné, elle se rappelle que quelques années avant, elle lisait une revue qui s'appelait Parascience, et en fait, Parascience, tenue par Jean-Michel Grandcir, qui est mon éditeur, et que peut-être ce monsieur-là pouvait peut-être connaître Christine André. Donc elle retrouve une revue, elle appelle monsieur Grandcir, qui effectivement lui dit, oui, je viens de lui éditer un livre, je suis son éditeur, et il lui donne mon numéro de téléphone. Et cette brave dame me dit, voilà, donc je vous appelle, mais alors pourquoi il faut que je vous appelle? Je ne sais pas. Je lui dis, écoutez, on peut peut-être se rencontrer. Elle me dit, ah oui, avec grand plaisir. Vous habitez où? Je lui dis, donc à l'époque, je lui dis, j'habite Chambéry. Et elle me répond, oh là là, moi je suis à Nantes, et j'ai 90 ans, donc je ne me déplace plus. Et je vois l'embarras de cette femme qui aurait été heureuse qu'on se rencontre. Et je lui dis, écoutez, j'ai de la famille en Vendée. Si dans les prochains mois, je me rends en Vendée, je ne manquerai pas de vous appeler et je passerai par Nantes et nous pourrons vous rencontrer. Elle me dit, oh, j'espère de tout cœur. Et puis moi, je suis piquée de curiosité. En fait, et quelques mois se passent et je décide de me rendre en Vendée. J'appelle cette femme. J'avais gardé ses coordonnées, j'appelle cette femme et je lui dis, écoutez, voilà, je vais tel jour et tel jour, je peux être à Nantes. Est-ce que c'est possible qu'on se voit?
Et cette femme enchantée me dit « Oh, je suis trop heureuse, oui, oui, venez, venez, venez ». Donc j'arrive à Nantes, je vais chez cette dame, elle me dit « Venez chez moi », je vais chez elle, elle avait préparé petit gâteau, café, enfin, elle me reçoit comme une reine, et nous commençons à parler. Et nous parlons. Alors elle me parle de ce qu'elle a vécu avec son mari. Moi, je lui parle de mon côté médiumnique, de ce que je vis. Et au bout d'un certain temps, cette femme charmante me dit, cette petite femme charmante de 90 ans, vraiment toute pétillante, me dit, écoutez, j'adore notre conversation, mais je ne comprends toujours pas pourquoi mon mari m'a dit qu'il fallait que je vous contacte. Et je lui dis, bah, écoutez, honnêtement, j'y ai pensé aussi, je ne comprends pas non plus. Elle me dit, écoutez, continuons, après tout, on va continuer à parler, puis je suis sûre qu'on finira par comprendre. Et nous continuons notre conversation. Et à un moment donné, cette femme me dit, et alors, en littérature, qu'est-ce que vous aimez? Donc, imaginez, elle me demande ça, qu'est-ce que je lui réponds? Ah, l'auteur que je préfère, mais pas qu'en tant qu'auteur, mais en tant qu'homme que j'admire, c'est Victor Hugo. Et là, je vois son visage qui s'illumine complètement, et cette femme qui me dit « Je sais pourquoi on devait se rencontrer ». Et je lui dis « Et donc, pourquoi? Parce que vous aimez Victor Hugo aussi ?»« Non, non, c'est pas pour ça. Maintenant, je vais vous raconter quelque chose. Mon père m'a toujours raconté, depuis que je suis toute petite, les séances tournantes que son père, donc le grand-père de cette femme, que son grand-père avait fait avec Victor Hugo. Mon grand-père assistait aux tables tournantes de Victor Hugo. Eh bien voilà, je sais maintenant pourquoi il fallait que je vous rencontre. Et cette dame, pendant à peu près 1 heure, m'a raconté, m'a expliqué comment se passaient les séances de table tournante chez Victor Hugo. Là où son grand-père venait. Vous savez, vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait des gens qui demandaient à assister. Eh bien, son grand-père en faisait partie. C'est magnifique, non? Ça a été un immense cadeau. Je suis repartie de chez cette femme, le cœur en joie d'avoir eu ce lien entre elle et moi, et que ce soit Victor Hugo qui soit ce lien. Voilà ce que je voulais vous raconter comme anecdote. Je vous remercie. Je vous dis à très très vite pour la suite. La prochaine fois, ça sera donc de 1868 jusqu'à son départ en 1885, où on finira de parler de cette vie de Victor Hugo. À très vite. Merci.